Radioscopie. Radioscopie. Professeur André Jouve. Jacques Chancel. Professeur André Jouve, vous avez déjà donné le plus sûr de votre vie à la médecine. Je devrais même dire tout votre cœur, puisque vous êtes cardiologue et même l'un des plus célèbres. Le cœur, c'est le mot, c'est l'image, c'est le symbole, c'est le tout de l'existence. Le cœur, c'est le moteur de nos respirations, c'est le cœur de nos réflexes, de nos discours. Et il y a tous ces mots qui sont devenus comme des clichés. À cœur ouvert, de tout cœur, il a du cœur, le cœur serré, je t'ai donné mon cœur, le cœur des problèmes, ouvrir son cœur. Et il y a même une presse du cœur. Mais le cœur, le vrai, professeur André Jouve, il faut sans doute apprendre à le connaître. Alors comment faut-il faire ? Connaître le cœur est évidemment une entreprise difficile. Je pense qu'une des façons les plus raisonnables de l'aborder est de situer le cœur dans l'ensemble de l'appareil circulatoire. Car en définitive, le cœur c'est le moteur, mais le cœur ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce qui se passe au niveau des tout petits vaisseaux, des capillaires, et qui permet l'apport nutritif et l'enlèvement des déchets qui existent dans toutes les parties de l'organisme. Il faut donc considérer le cœur comme un moteur, avant tout comme un moteur, mais non pas comme un but. À telle enseigne que nous savons aujourd'hui qu'une personne peut être morte, et cependant que son cœur continue à battre, ce qui s'est produit dans certains cas de coma dépassé pendant des semaines et même pendant des mois. Est-il normal que l'on mette ainsi le cœur dans toutes les conversations ? Je crois que c'est une très ancienne habitude, et quand on examine l'histoire de la médecine, on s'aperçoit que le cœur a toujours été en pointe. Mais le cœur, qui était bien connu, déjà des Chinois, 2500 ans avant notre ère, c'est-à-dire 4000 ans avant Harvey, un auteur chinois, même un empereur chinois, avait déjà décrit l'appareil circulatoire en indiquant la place éminente du cœur. Et c'est une notion que les Égyptiens connaissaient également. Mais est venu Hippocrate, le père de la médecine. Hippocrate avait une conception non pas anatomique, mais physiopathologique de la médecine. Ce sont les humeurs qu'il considérait comme la chose essentielle, à telle enseigne que l'importance du cœur, organe circulatoire, a été rayée de la pensée des médecins pendant presque 2000 ans. Enfin, ce n'est pas à vous, professeur, que je vais dire le corps est une formidable mécanique, mais vous êtes-vous déjà posé la question, et c'est une question philosophique, qui a inventé tout cela ? C'est une question qu'on se pose sans cesse, bien entendu. Qu'on se posera longtemps. Et c'est une question à laquelle on ne peut pas donner de réponse. On donnera un jour une réponse. Je ne le sais pas. Et en tout cas, je ne suis pas prophète. Il me paraît difficile de vous répondre positivement à cet égard. Alors, professeur André Jouve, j'aimerais que vous commentiez cette phrase de Montaigne, c'est vous qui la citez, « On nous apprend à vivre quand notre vie est finie ». C'est en effet une phrase de Montaigne qui m'a frappé. Elle est essentielle. Parce qu'elle coïncide avec ce que nous apprend la médecine actuelle. Nous savons fort bien que la plupart de nos maladies, et en partie les maladies du cœur, les maladies de l'appareil circulatoire, sont des maladies d'une évolution de très long cours, dont les manifestations n'apparaissent qu'à un âge relativement avancé, disons au moins chez l'adulte, maintenant malheureusement de plus en plus fréquemment à un âge assez jeune. Les manifestations apparaissent donc à un âge relativement avancé, alors que la lésion initiale, celle qui sera à peu près irréversible, se constitue pendant les premières années de la vie. Je crois donc que si l'on veut essayer d'enrayer cette extension vraiment effrayante des maladies cardiaques, il faudrait tenter de dépister les sujets susceptibles de présenter une de ces maladies, non pas à l'âge adulte comme on le fait maintenant, puisque à cet âge-là, les lésions sont constituées, mais à un âge plus précoce, dans l'adolescence et probablement dans l'enfance. Vous le savez, les médecins se méfient un peu de la philosophie. Ils sont d'abord des scientifiques, mais parfois, lorsqu'ils s'interrogent, ils arrivent à reconnaître les vertus de l'homme, les vraies vertus. Ceci est un aspect un peu différent de la question, sans aucun doute. Je pense, lorsque vous parlez, quand vous dites que les médecins se méfient de la philosophie, vous voulez dire par là... Ils veulent rester des scientifiques. Que la conception que je viens d'exposer pourrait paraître un peu théorique. Bien, il n'en est rien, car en fait, c'est l'examen attentif
des organes, et en particulier des artères, pendant l'adolescence, pendant l'enfance, et cet examen attentif qui a révélé la précocité des lésions. J'en citerai un exemple. Les Américains, à l'occasion de la guerre de Corée ou à l'occasion de la guerre du Vietnam, ont eu la possibilité, malheureusement, d'examiner de jeunes soldats, en moyenne de 22 ans, qui avaient succombé aux actes de guerre. Et en analysant l'aspect de leurs artères coronaires, ils se sont aperçus qu'une fois sur 20, il y avait déjà des lésions irrémédiables très importantes et qu'une fois sur 2, il y avait déjà le germe d'une athérosclérose qui devait se développer plus tard. Tout à l'heure, je citais quelques mots-clés. Il y en a un autre. On apprend par cœur. Or, là, c'est la mémoire. Le cœur, c'est donc un système de pensée. Un système de pensée, pour le cardiologue, oui. Pour l'ensemble de la population, le cœur a tout de même toujours été un organe privilégié, un organe essentiel. Vous avez cité tout à l'heure les diverses expressions que l'on emploie. Beaucoup, hein. Et il y en a beaucoup. Mais vous me permettrez, c'est une anecdote, je pense qu'une anecdote n'est pas interdite. Et il y a quelques années, j'étais chez un de mes amis, le professeur Vega Diaz, qui, près de Madrid, dans sa villa, a réuni des objets représentant le cœur. C'est-à-dire des assiettes, c'est-à-dire des lutrins, c'est-à-dire des porte-cigarettes, de toutes sortes d'objets représentant le cœur. Il y en a 5000. Et il y en a 5000 de toute espèce, de tout genre, et certains vraiment extrêmement curieux. Alors, quel symbole leur donne-t-il ? Vega Diaz ne considérait pas le cœur sous son aspect symbolique, dans le cas présent. C'était un cardiologue, c'est un passionné de toutes les questions de médecine, et il avait organisé cette collection comme d'autres collectionnent les pipes ou tout autre objet. Nous sommes en ce moment dans la pleine semaine du cœur, et je dois dire que des hommes comme Vitria ou comme Louis de Funès aident à une meilleure compréhension, justement, de la chose. Parce qu'on a beaucoup parlé de Vitria, et nous en parlerons ensemble, parce que vous l'avez approché, plus qu'approché. Louis de Funès a eu ce que nous savons, et on en a beaucoup parlé, et les gens qui ont peur pour eux, voyant ce qui arrive aux autres, commencent à s'interroger quand même. Vous ne le pensez pas ? Il est très souhaitable qu'ils s'interrogent, car je pense qu'attendre d'avoir des troubles, c'est véritablement concevoir la médecine d'une façon périmée. C'est bien auparavant, c'est par la recherche des facteurs de risque que l'on doit arriver à un résultat. Et puisque vous citez Vitria, je tiens à dire combien cet homme tout à fait remarquable, et qui a lui aussi un grand cœur, puisqu'il s'agit aujourd'hui du cœur, combien Vitria nous a aidés dans la campagne que nous avons organisée pour la Fondation de cardiologie à Marseille, et combien il est toujours prêt à rendre service à tout un chacun. Et puis c'est bien la preuve que la province peut battre Paris sur toutes ces questions qui sont importantes. La province... Parce qu'on croit que tout est à Paris. La province... Vous êtes de Marseille, monsieur le professeur. Marseillais, oui, je suis très, très marseillais, et le lieu que j'habite appartient à ma famille depuis 150 ans. Il y eut d'abord une maison de campagne dans laquelle est né mon père. Qui était médecin aussi ? Qui était médecin de quartier. Un grand-père médecin aussi ? Non, mon grand-père était commerçant. Des enfants médecins ? Un seul. J'en ai 4, mais j'ai un fils qui est interne des hôpitaux. On peut donc penser qu'il y a une tradition familiale ? Dans une certaine mesure, certainement. Et personnellement, j'ai été largement influencé dans mon option médicale par la fréquentation de quelques hommes remarquables qui étaient des médecins praticiens généralistes et qui m'ont fait comprendre la véritable noblesse de ce métier lorsqu'il est compris comme ils l'entendaient. Mais professeur André Jouve, vous n'avez jamais eu l'idée de partir pour Paris, de vous installer dans la capitale ? Si. Lorsque j'ai commencé mes études de médecine, j'ai préparé d'abord l'internat de Marseille, puis j'ai pensé que je préparais dans un deuxième temps l'internat de Paris. Les choses ont marché autrement parce que je me suis trouvé assez vite inséré dans un système qui m'intéressait, dans lequel je me trouvais à mon aise. J'ai d'autre part été accueilli par des patrons vraiment charmants qui m'ont gardé auprès d'eux, qui m'ont guidé non seulement avec pertinence, mais aussi avec affection. Et je crois que ce sont ces liens qui m'ont retenu dans ma ville Marseille, je ne le regrette pas. Et aujourd'hui, vous vous considérez comme un patron ? Oh non, un patron, c'est un terme... Patron, qu'est-ce que ça veut dire ? Rien de particulier. Bien sûr, dans le service, lorsque par hasard j'entends une conversation, il est question du patron. Le patron, c'est moi, bien sûr. Ce n'est pas toujours très élogieux les propos que j'entends au sujet du patron, bien entendu, lorsqu'on ignore que ma présence. Mais un patron, non, je pense qu'on est d'abord
un doyen, on doit chercher à guider ceux qui sont plus jeunes, on doit surtout s'occuper des malades. Et voyez-vous, la notion de patron vis-à-vis du malade est une notion qui ne me plaît pas beaucoup, parce que nous sommes une équipe, nous travaillons en équipe, et ce n'est pas nécessairement le principal responsable, le patron si vous voulez, qui est le mieux à même d'apporter les suggestions ou de prendre les décisions les plus opportunes. Je crois donc que nous constituons une équipe de recherche. J'ai un rôle un peu particulier, un rôle d'organisateur, un rôle de responsable, mais je pense que devant le malade, nous sommes tous égaux. Professeur André Jouve, la cardiologie est une discipline bien particulière. Je voudrais savoir pour quelles raisons vous l'avez choisie. Parce qu'on est médecin, vous êtes presque né médecin, puisque dans une famille de médecins. Vous étiez donc presque dirigé vers la médecine, mais ensuite il y a cette discipline que l'on choisit, et c'est un choix très personnel sans doute. C'est un choix qui s'est inspiré de plusieurs considérations. Tout d'abord, j'ai un peu travaillé en physiologie. La physiologie m'intéressait beaucoup, et en particulier la physiologie circulatoire. En deuxième lieu, la cardiologie m'a paru une spécialité, comment pourrais-je dire, assez propre. Et une spécialité dans laquelle nous voyions apparaître, à l'époque où je me suis décidé, des techniques d'exploration nouvelles qui me séduisaient. Enfin, il y a aussi ma formation. Je suis un littéraire de formation. Il est certain que dans une spécialité qui aurait réclamé des notions de biochimie poussées, je me serais senti vraisemblablement pas à mon aise. Vous me parlez de littéraire et vous venez de publier un livre. C'est un livre où il est question de médecine, mais vous auriez pu écrire un roman? Un roman, je ne crois pas. J'aurais volontiers écrit un essai ou un ouvrage orienté dans ce sens. Roman, j'ai une fille, j'ai un gendre qui sont eux-mêmes des littéraires. Mon gendre est un romancier anglais. Je vois leur façon de travailler et j'avoue que le besoin d'inspiration, l'exaltation qui me paraît nécessaire pour arriver à sortir un peu de soi-même, à porter le meilleur de soi-même dans un roman, cet état d'esprit ne correspond pas exactement avec le mien. Mais le titre de votre ouvrage, Ce cœur qui bat, est un titre de roman. C'est presque un roman d'amour d'ailleurs. C'est un titre de roman un peu trouvé par hasard. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le cœur qui bat, parce que c'est l'amour là. Ce titre-là a été inspiré par un fragment de phrase qui se trouve dans l'ouvrage et qui a été détaché par mon éditeur, pensant que c'était un titre qui rendrait assez bien compte du contenu du livre. Alors pourquoi ne mettez-vous pas sur la page de garde du livre Professeur André Jouve, mais seulement André Jouve, d'ailleurs en lettres tellement minuscules qu'on a un peu de peine à le lire, ce nom. Sur le dernier point... Est-ce de la modestie, de la vraie modestie? Je ne sais pas. Ça s'est fait comme ça, mais il est bien difficile que je puisse me juger. Quant au titre de professeur, pourquoi? Eh bien parce que il me semble que dans ce livre, j'ai essayé de me placer de plein pied avec un lecteur qui n'appartienne pas au corps médical, et c'est une des raisons pour lesquelles je préférais supprimer au moins sur la couverture, alors qu'il figure sur la page de garde, le titre de professeur. Il y a cette phrase de Paul Valéry qui est très belle. Nous ne pensons que par hasard aux conditions permanentes de notre vie, nous ne les percevons qu'au moment qu'elles s'altèrent tout à coup. Et il est vrai que, d'ordinaire, les ennuis, c'est toujours pour les autres. Et véritablement, on ne se regarde que lorsqu'on est frappé. C'est la raison pour laquelle le livre commence par cette pensée de Valéry. Car il est vraiment impressionnant de voir à quel degré peut se développer une lésion d'une artère ou du cœur à l'insu de son porteur jusqu'au jour où tout d'un coup la catastrophe éclatera à l'occasion d'une marche, à l'occasion d'un effort, et brusquement telle personne qui se considérait comme en bonne santé parce qu'elle ne voulait pas s'interroger à ce sujet. Je dis bien ne voulait pas, car souvent on recule devant un bilan consciencieux, honnête, précis de son état de santé. Il arrive donc bien souvent que la personne qui ne voulait pas s'examiner se découvre une maladie cardiaque à peu près irrémédiable. Et il y a également ce chiffre, 42% des morts sont attribuables à des affections cardiovasculaires. Or, d'une manière générale, c'est le cancer qui fait peur. C'est le cancer qui fait peur et, mon Dieu... On n'ose pas frapper le cœur, on n'ose pas dire que le cœur c'est une mauvaise maladie. Oui, mais précisément à cause de ce caractère privilégié que l'organe cœur a dans l'esprit de la plupart d'entre nous. Nous ne voulons pas penser à une atteinte possible de notre cœur parce que le cœur, c'est le symbole de la vie. Le cancer, d'autre part, fait peur pour diverses raisons. Tout d'abord, parce que c'est effectivement une maladie extrêmement redoutable et les efforts qu'on fait pour en limiter l'expansion et pour tâcher de le guérir sont des efforts qui nous satisfont tous.
Mais d'un autre côté, le cancer est impressionnant parce que on sait qu'il peut faire souffrir beaucoup. Et malheureusement, on ignore que les maladies cardiovasculaires sont aussi des maladies qui font souffrir dans notre corps, tout d'abord, qui font souffrir aussi dans notre esprit. Car il me semble qu'une des éventualités les plus redoutables lorsqu'on songe à une maladie cardiovasculaire, c'est cette dégradation progressive du cerveau de l'homme qui doit être, pour ceux qui en sont victimes, une chose effroyable. J'ai connu ainsi un médecin anglais de très grand renom, de classe internationale, qui avait aussi très mauvais caractère. Et ce médecin, redoutant les conséquences d'une réanimation après un infarctus du myocarde, redoutant surtout les conséquences circulatoires pour son cerveau, car il savait très bien qu'un arrêt circulatoire est surtout redoutable à cause de l'arrêt de la circulation cérébrale, ce médecin avait interdit qu'on le réanime. Il fit un infarctus du myocarde alors qu'il avait 55 ans, et alors que 6 des plus éminents spécialiste de la ville se trouvait auprès de lui, il fit un arrêt cardiaque. Étant donné l'interdiction, personne n'osa faire les manœuvres élémentaires que l'on connaît bien actuellement de réanimation. Oh, mais c'est grave, cela. On vérifia son cœur et on trouva une petite lésion. Il est probable que si ce cap avait pu être franchi, cet homme aurait poursuivi pendant des années une activité tout à fait remarquable et qui rendait vraiment service à l'humanité. Alors, plusieurs réponses à ce que vous dites. D'abord, ce professeur, enfin ce médecin, avait eu peur, peut-être plus que les malades qu'il soignait. Et deuxièmement, il avait fait comme une intoxication. Il avait intoxiqué ses autres professeurs pour que la réanimation ne soit pas faite. Mais un médecin, doit-il écouter ce qui a été dit? Il doit d'abord faire son travail, c'est-à-dire guérir. C'est exact. Non, soigner, disons. Votre correction est tout à fait valable. Et nous n'avons pas la prétention de guérir, mais surtout d'améliorer et de soigner. Néanmoins, dans le cas présent de cet homme, je pense qu'il avait une conception de la vie qui s'inspirait d'une certaine esthétique. Et qu'il voulait que sa vie soit une courbe, un dessinateur dirait sans repentir. Et je crois que cet incident, un incident qui aurait marqué son existence et qui l'aurait laissé diminuer, était une chose qu'il redoutait plus que la mort. Mais peut-on parler d'euthanasie ? On peut toujours parler de cette affaire. En parlant de cette affaire, je pense que oui. Je crois vraiment que c'est un exemple d'euthanasie, disons, plus excusable que beaucoup d'autres. Car cela m'a frappé en vous lisant. J'ai bien lu, comme vous l'avez raconté, et je me suis dit, a-t-on le droit? Mais c'était bien peut-être de respecter... Vous avez pu lire également que la question m'est posée de savoir ce que je pensais de cette histoire, oui, et que j'ai préféré ne pas répondre, car... c'est un cas de conscience et nous ne sommes pas dans la conscience d'autrui. Nous pouvons juger pour nous-mêmes et pas pour autrui. Professeur André Jouve, vous le dites, si l'objectif premier de la médecine est bien de sauvegarder la santé de l'homme, la seule attitude concevable en cette fin de siècle est la prévention. Et on en arrive à ce grand mot, prévention, parce qu'il est vrai que l'on va voir les médecins lorsqu'on est touché. Il ne sait pas, personne n'oserait apporter sa voiture chez le garagiste juste lorsqu'elle a été accidentée. Il y a des révisions tout à fait normales. On ne fait jamais réviser son corps. Pourquoi ? Parce que nous sommes encore dominés par d'anciennes habitudes et je crois aussi en raison de cette crainte que chacun de nous éprouve de découvrir un mal qu'il ignorait et nous préférons... La peur, toujours. Oui, la peur, toujours. Nous préférons vivre dans l'ignorance de ce qui nous menace. Mais il est incontestable qu'étant donné l'évolution de nos connaissances depuis une trentaine d'années, nous nous rendons bien compte de la lente évolution sur laquelle j'insistais tout à l'heure des maladies cardiovasculaires. Nous savons aussi qu'il y a des facteurs de risque qui nous permettent, que nous pouvons détecter et qui nous permettent de prévoir, sinon de prédire, la survenue d'un accident cardiovasculaire et que c'est un devoir de chacun de nous, je crois, dès l'instant qu'il a des responsabilités, d'essayer de faire son bilan. Enfin, il est une phrase de vous qui mérite un prolongement, cette phrase est celle-ci. Devant certains malades, dites-vous, j'éprouve dans ma conscience de médecin un sentiment de confusion, presque de honte. Cela veut dire quoi ? J'entendais par là que solidaire de l'ensemble des médecins et conscient que nos efforts sont conjugués, nous médecins n'avons pas su avertir à temps la population, les pouvoirs publics, nous n'avons pas su insister suffisamment pour que cette prévention, dont nous connaissons l'importance depuis déjà pas mal d'années, pour que cette prévention soit instaurée sur une plus large échelle et surtout entre dans la conscience de chacun. Car à mon sens, c'est beaucoup moins une question d'organisation sociale qu'une question de prise de conscience individuelle. Il y a donc là une superbe indifférence de tous.
Oui, je ne crois pas qu'elle soit qui touche superbe. À la peur dont vous parliez tout à l'heure. Bien entendu. Superbe dans le sens péjoratif. Dans le sens péjoratif, je souscris alors pleinement. Il est vrai que l'idée du cœur est très étroitement liée à la vie, à l'idée de vie. Mais s'en rend-on compte véritablement? Vous voulez dire si nos patients réalisent l'importance de ce rapport? Oui. Je crois que la plupart des personnes qui s'adressent à nous comprennent fort bien que l'organe cœur est un organe essentiel, un organe vital. Mais malgré cette notion, et peut-être justement parce qu'ils redoutent qu'on découvre quelque chose qui leur laisserait entrevoir la possibilité d'une maladie cardiaque, nos patients ont attendu généralement le dernier moment. Mais c'est tout de même une formidable machine de travail, le cœur. Le cœur d'un homme, par exemple, qui aurait battu 80 ans, il développe quoi comme travail? Je crois qu'on a calculé que ce travail serait à peu près équivalent à celui qui consisterait à transporter au sommet du Mont Blanc une locomotive et 10 ou 14 wagons. Je ne me rappelle pas exactement le nombre des wagons. C'est pas mal comme travail. C'est un travail énorme. Mais tout l'organisme accomplit un travail incessant et il n'y a pas que le cœur. Mais en fait, nous avons tout inventé. Je sais bien que depuis 1940, les progrès de la médecine sont étonnants. Mais on peut dire que du temps des Égyptiens, par exemple, il n'y a jamais eu d'opération. Les Égyptiens avaient déjà opéré, et en particulier les accidents vasculaires cérébraux. D'autre part, les Égyptiens connaissaient l'appareil circulatoire. Ils savaient que la plupart des maladies étaient des maladies artérielles. Et si je ne me trompe, il doit y avoir actuellement à Paris la momie de Ramsès II. Et sur la momie de Ramsès II, on a trouvé des lésions d'artériosclérose très avancées. Les Égyptiens connaissaient cette maladie, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la bourrasque d'Hippocrate a balayé toutes nos connaissances anatomiques. Enfin, comme cardiologue, professeur André Chaume, vous avez de la chance quand même, parce que, on le sait, le cœur a toujours été considéré comme l'organe le plus noble, le plus digne d'intérêt, celui qu'il faut honorer, à qui il faut rendre hommage. Oui, mais... On le garde, le cœur, parfois, hein, on le conserve. C'est exact. Je vous répondrai deux choses. La première, sans aucun doute, on a considéré que le cœur était un organe privilégié. Ceci ne l'a pas servi toujours. C'est ainsi que Galien considérait que le cœur était un organe tellement important qu'il ne pouvait pas être malade. Et c'est une des raisons pour lesquelles les maladies cardiaques n'ont pas été étudiées à la suite de Galien, et ceci a duré pendant des siècles. La deuxième remarque que vous m'avez faite concerne, je crois, le cœur en tant que... On conserve. La conserve, oui. Pieusement après la mort. Regardez les Habsbourg, par exemple. Le cœur des Habsbourg est conservé à Vienne. À Vienne, comme le cœur des papes est conservé dans une église à Rome, de Rome, oui. Et Vega Diaz, auquel je faisais allusion tout à l'heure, raconte qu'une grande dame de la cour avait conservé le cœur de son époux dans un écrin qu'elle portait sur sa poitrine et qu'elle se fit enterrer avec le cœur toujours sur sa poitrine. Et on a raconté tellement de choses sur le cœur de Voltaire, on ne sait plus très précisément où il est maintenant, si? Je croyais qu'il était à la Bibliothèque nationale, mais vous êtes sans doute mieux renseigné que moi. Non, c'est-à-dire qu'on a tellement raconté, tellement dit à ce sujet, il est sans doute à la Bibliothèque nationale. Je le crois. Mais le cœur de Chopin à Varsovie. Le cœur de Chopin à Varsovie, oui. Mais faut-il conserver le cœur de ces grands hommes qui ont fait ou l'histoire, ou la musique, ou la science? Vous êtes d'accord, vous, professeur? Oh non, pas spécialement. Je pense que ça peut offrir pour certains un intérêt. Quant à moi, je ne vois pas trop l'opportunité de la chose. Et on peut conserver bien d'autres choses qu'un morceau de cœur. J'aimerais savoir si le cœur est vraiment le siège de la conscience. De la conscience, oui. Certainement pas. Pour les Égyptiens, c'est. Pour les Égyptiens, oui. Pour les Égyptiens, mais c'est loin cela. Pour les Égyptiens, le cœur était en effet le symbole de la conscience, et si je ne me trompe, lorsqu'ils mouraient, leur cœur était mis dans le plateau d'une balance avec une plume représentant la vertu de l'autre côté, et suivant de quel côté penchait le fléau de la balance, l'Égyptien était reçu près du trône d'Osiris, ou au contraire refoulé quelque part dans les enfers. Enfin, c'est loin, ceci. Mais lorsque vous parlez du cœur, vous lui attribuez toutes les vertus, et on s'aperçoit d'ailleurs que dans le dictionnaire des citations, le mot cœur vient mais très largement en tête devant les mots bonheur et guerre. Et c'est vrai que cœur est partout. Alors est-ce qu'on ne l'emploie pas un peu trop, et n'importe comment? Au fur et à mesure que se développent nos connaissances, je crois que la place du cœur devrait s'estomper dans le langage courant. Car il est bien évident que le cœur a bénéficié pendant des siècles, alors que
on commençait à mieux comprendre sa fonction, à bénéficier d'un préjugé symbolique qui, à l'heure actuelle, est à peu près complètement effacé. Professeur André Jouve, vous êtes cardiologue, je le répète. Vous venez de Marseille. Vous fumez? J'ai fumé, je ne fume plus jamais. Vous êtes arrêté il y a combien de temps? Il y a un peu plus de 30 ans. Et je me suis arrêté parce que je me suis rendu compte des méfaits du tabac. À ce moment, je préparais les concours et j'avais des trous de mémoire, j'avais des malaises au cours de mon travail, je fumais beaucoup. Je me suis rendu compte que c'était la cigarette. J'ai eu 2 mois très pénibles et puis j'ai cessé de fumer. Maintenant, je n'en ai plus envie du tout et je vous dirais, comme me l'ont dit certains malades atteints d'infarctus du myocarde, qu'une personne qui fume auprès de moi accomplit quelque chose qui m'est un peu désagréable. Vous pensez qu'il faudrait interdire la cigarette? Mais on ne peut pas interdire car on ne peut pas l'interdire. La liberté, c'est de faire tout ce qu'on a envie de faire. Les interdictions, ont commencé il y a très longtemps. Sous Mahomet IV, si je ne me trompe, on pendait les fumeurs, de façon à éviter la contamination par l'exemple. Ça ne paraît pas avoir très bien réussi au siècle ultérieur. Je crois qu'il est impossible d'interdire. Mais je pense que si chacun de nous prenait conscience à la fois des méfaits pour lui-même du cœur... Je me suis arrêté il y a 1 mois. Vous aussi? Eh bien, je vous en félicite. En souffrez-vous encore maintenant? C'est dur. C'est dur. Il faut l'avouer. Ah, mais je l'avoue volontiers. J'ai eu 2 mois vraiment difficiles, mais après, c'était fini. Seulement, il ne faut pas recommencer. Une seule cigarette... Je me suis arrêté déjà une première fois, 2 ans, 8 mois. J'ai repris. On n'a jamais gagné. Oui, c'est Oscar Wilde, je crois, qui disait il n'y a rien d'aussi facile que de s'arrêter de fumer. Ça m'est arrivé au moins une centaine de fois. C'est dur. C'est très dur. Bon, il y a également ce mot, alors, qui est massacré, c'est l'infarctus. Pas plus tard que ce matin ou qu'hier, j'entendais l'infarctus, comme si c'était vraiment une infraction à la vie. Il faut dire l'infarctus. L'infarctus, oui. Ça vient de quel mot, là? C'est une racine proche d'infarcissement. Une congestion sanguine qui s'effectue et qui entraîne une destruction des tissus. Alors pourquoi fait-on la faute? Pourquoi dit-on infractus? Parce que c'est dans le langage courant? Non, je pense que pour la plupart des gens, une lésion, c'est une blessure, c'est une ouverture. Et l'infarctus, l'infraction, je crois, c'est le rapprochement qui a été fait dans l'esprit de beaucoup de gens. Il faut dire que maintenant, ce mot est entré, hélas, dans la conversation courante. Il y en a de plus en plus. Et on peut se demander comment il arrive, cet infarctus. On peut le prévenir? Non. On ne peut pas le prévenir avec certitude. On peut en prévoir l'éventualité d'après l'analyse des facteurs de risque qui sont aujourd'hui bien connus. La première enquête que j'ai faite il y a 15 ans avait été dirigée par le directeur de l'INSEE à Marseille et je lui avais montré les résultats que nous avions obtenus. Nous avions à cette époque comparé un lot de malades et un lot de témoins appariés qui avaient été choisis comme homologues par le sexe, l'âge, la condition sociale. Et nous avions remarqué que dans le lot des malades, il y avait un nombre de facteurs de risque très sensiblement plus élevé que dans le lot des sujets qui n'étaient pas encore malades. Mais il y avait un sujet considéré comme sain qui avait 7 facteurs de risque. Et je me souviens que ce directeur de l'INSEE m'avait dit « Vous me convaincrez le jour où vous me montrerez que ce sujet qui présente tant de facteurs de risque, devient à son tour malade. » Et bien, 1 an plus tard, il avait à la fois une maladie des artères des membres inférieurs et un infarctus du myocarde. Oui, mais un homme qui, dans quelques instants, va souffrir d'un infarctus, peut-il s'en douter avant, disons 1 heure, 2 heures avant? Cela peut arriver. Cela peut arriver. Il y a des signes. Oui. Et ne parlons pas des grands signes qui sont au moment de... C'est trop tard déjà. Des signes qui annoncent la présence de l'infarctus du myocarde. Mais parlons plus simplement des éléments avertisseurs. Eh bien, en général, il y a des douleurs thoraciques, quelquefois pas très caractéristiques, mais qui sont insolites. Et le caractère insolite de ces malaises devrait éveiller l'attention et c'est une notion que l'on devrait disséminer davantage dans la population. Lorsque, sans raison, on voit se répéter une sensation d'étreinte du thorax, même si elle n'est pas très violente, même si elle ne fait pas très mal, je crois qu'il faut faire attention. Il est bon à ce moment-là d'aller voir son médecin, de faire un bilan, d'examiner les facteurs de risque, de faire un examen de sang et, si nécessaire, de garder le repos et de commencer un traitement préventif. Oui, mais il est possible qu'allant chez le médecin... on vous fasse un cardiogramme et on ne s'aperçoive de rien. Mais bien sûr. Et on vous dit que tout va bien. Et 2 heures après, c'est fini. Oui, mais n'oublions pas que c'est pas la machine qui juge. C'est pas l'électrocardiogramme qui juge la santé d'un homme. C'est le médecin. C'est l'ensemble du contexte clinique. D'ailleurs, vous dites quelque part, et ça me fait plaisir, que le meilleur médicament, c'est le médecin lui-même. Oui, et j'ajoute, ça devrait être vrai. Parce que malheureusement, c'est une médication à laquelle on n'a pas recours comme on le devrait.
Parlons des autres signes. Il y a également le bras qui fait mal, le bras gauche. Le bras gauche, eh bien, puisque vous me posez cette question, dissipons tout de suite une équivoque. Oui, c'est vrai. Mieux le savoir. C'est vrai qu'assez souvent, l'angine de poitrine donne une douleur irradiante dans le membre supérieur gauche, mais elle n'est pas caractéristique. Une crise d'aérogastrie, un trouble quelconque à l'étage thoracico-abdominal peut donner une irradiation dans le membre supérieur gauche. Il y en a une qui, elle, est hautement significative, c'est l'irradiation dans les deux membres supérieurs ou dans les deux mâchoires. Là, lorsqu'on nous raconte une histoire dans laquelle le patient nous signale avoir souffert, par exemple, des deux coudes, alors même qu'il ne souffre pas du thorax, il en a de fortes raisons de penser qu'une angine de poitrine est en train d'évoluer. Alors dans ces cas-là, lorsque vous êtes atteint, que vous avez tous les signes dont vous venez de parler, professeur André-Jouve, que faut-il faire? Bien évidemment, si on a la chance de connaître un cardiologue, on peut se précipiter chez lui, mais autrement. Enfin, demander à quelqu'un plutôt de vous y accompagner. Oui, je pense que lorsque les signes sont précis, la mise en observation dans un milieu expérimenté, la mise en observation immédiate est au fond la meilleure formule. Mieux vaut passer quelques jours dans un centre hospitalier et en ressortir l'alerte achevée que continuer à poursuivre son existence et rentrer dans le même centre hospitalier pour des semaines, sinon des mois, avec une lésion constituée. Donc si je comprends bien, prédire un infarctus est généralement impossible. Donc il n'y a pas de prévention. Si, parce que on ne peut pas prédire la survenue d'un infarctus, on peut prévoir un ensemble de circonstances susceptibles de conduire à un infarctus. Et c'est avant tout cet ensemble de circonstances qui fait l'objet de la prévention, qui devrait faire l'objet de la prévention vers laquelle nous tendons de plus en plus fortement, car nous savons que c'est au fond la médecine du XXe siècle. Mais monsieur le professeur, pensez-vous que les mots ont le même sens? Il y a un certain nombre d'années, lorsqu'on parlait d'angine de poitrine, on parlait rarement du cœur. Les gens, je vois dans ma chère province, lorsqu'on parlait d'angine de poitrine, moi je pensais toujours, lorsque j'étais tout jeune, qu'il s'agissait d'un gros rhume, quoi. C'est une confusion malheureuse due au fait que l'angine de poitrine, c'est la douleur, et l'angine de gorge, c'est aussi la douleur. Mais il faut bien savoir que l'angine de poitrine, remarquablement décrite par Eberden, il y a 2 siècles de cela, a d'abord été attribuée à une douleur sternale, parce qu'elle se produit au milieu de la poitrine, si bien qu'Eberden, qui en a donné une description tout à fait remarquable, et à laquelle aujourd'hui on n'a pas de retouche à apporter, Eberden lui-même avait pensé que c'était une douleur thoracique, une douleur de l'os, et non pas une douleur du cœur. Vous apprenez un peu plus chaque jour, monsieur le professeur, mais vous avez l'impression d'être arrivé au bout de votre recherche? Non, on a l'impression qu'on tente une approche, car la médecine jusqu'à présent, du fait des circonstances, du fait de nos ignorances, s'est construite de façon très malhabile, et il y a à l'heure actuelle dans notre méthodologie de raisonnement, dans notre méthodologie d'investigation s'il s'agit de la recherche, des fautes énormes que nous commettons presque sans nous en douter et qui constituent, sinon une cause d'échec, tout au moins une cause de retard appréciable dans l'évolution de nos connaissances. Mais André-Jouve, que peut-on faire de plus qu'une greffe du cœur pour l'avenir? Il y a encore d'autres possibilités? La principale possibilité... Une banque des cœurs, peut-être quelque part? Ceci est étudié. Ce n'est pas de ce côté-là, puisque vous avez fait allusion à ce cœur qui bat, c'est pas de ce côté-là que je pense qu'on doit se retourner. Car si les maladies cardiaques continuent à progresser au rythme où elles progressent, il est bien évident que cœur artificiel ou transplantation, nous n'arriverons jamais à pallier toutes les catastrophes en présence desquelles nous nous trouvons placés. Par contre, j'y reviens encore, prévenir, rechercher les facteurs de risque, les rechercher assez tôt pour qu'on puisse enrayer l'évolution de la maladie, voilà, je crois, le prochain programme que doit se donner la médecine. Enfin, professeur André-Jouve, toute votre vie, vous avez étudié le cœur, mais vous n'êtes pas chirurgien. Est-ce qu'à certains moments, vous n'estimez pas qu'il y a là comme une infirmité pour vous, qui est de si près? Certainement pas. D'abord, je suis très maladroit, alors j'aurais fait un très mauvais chirurgien. Mais je me rappelle avoir une conversation avec un de mes patrons que j'aimais beaucoup, et c'était une époque où on n'avait pas de voiture, où patron et élève quittaient l'hôtel-lieu côte à côte, et on avait l'occasion de se parler et de faire des échanges qui ne sont plus possibles à l'heure actuelle. Je disais à ce patron mon admiration pour les dernières prouesses de la chirurgie thoracique et la possibilité d'enlever impunément, et pour améliorer la situation, un fragment de poumon ou tout d'un poumon. Et je me souviens que mon patron m'a dit « Mon cher ami, une médecine qui consent
à sacrifier un organe n'a plus droit au beau nom de médecine. Et je pense que la médecine doit s'efforcer d'alimenter le moins possible la chirurgie. C'est inévitable. Mes amis chirurgiens ne m'en voudront certainement pas, car c'est inconcevable que l'on puisse tarir le recrutement chirurgical. Mais je crois que l'idée première du médecin doit être d'intervenir avant qu'il ne soit forcé de confier son patient au chirurgien. Oui, mais c'est justement à cette opinion que je voulais vous conduire, parce que vous semblez refuser, ou plutôt le professeur qui vous accompagnait, refuser l'amputation. Il ne la refuse pas. C'est grave, car vous refusez à ce moment-là la greffe. Mais pas du tout. Quelle que soit la greffe. Et la preuve en est, c'est que j'ai confié... Non, mais c'est dans l'esprit, vous le faites, mais c'est dans l'esprit tout de même. C'est dans l'esprit. Ouais. Dans l'esprit, je pense que c'est un pis-aller, et que mon rôle de médecin est d'intervenir plus tôt, et que si j'ai laissé aller la situation jusqu'à cette dégradation qui oblige d'intervenir, j'ai mal accompli mon acte médical. Après votre mort, votre corps ira-t-il à la médecine? C'est une question que je ne me suis pas encore posée, mais enfin, elle est assez légitime. Faut-il se la poser? Devons-nous chacun, dans notre petit trou, nous la poser? Je puis vous répondre que dans certaines villes étrangères, c'est une chose qui est faite de façon systématique. Et on recueille de telles informations sur le plan de l'épidémiologie que la médecine peut faire d'énormes progrès de cette façon-là. C'est ainsi que l'Organisation mondiale de la santé a entrepris, il y a une dizaine d'années, d'établir des dossiers de santé sur la quasi-totalité d'une population d'un certain âge et de vérifier ces dossiers de santé par des contrôles d'autopsie qui ont été réalisés suivant le même protocole. Eh bien, nous avons appris beaucoup. Et nous apprendrons encore beaucoup en dépouillant plus complètement les 17 000 et quelques dossiers qui ont été ainsi rassemblés. Oui, mais à ce stade-là, la croyance peut entrer en jeu. La croyance, comment l'entendez-vous? La religion, disons. Je ne vois pas comment... Aujourd'hui, car dans le passé, jusqu'au XVIe siècle... C'est toujours l'amputation d'un corps. Oui, c'était interdit. Maintenant, je crois que la religion ne mettrait plus obstacle à un acte de ce genre. Mais je voudrais alors rectifier un petit peu ce que vous avez envisagé. Autant on peut discuter de l'opportunité d'offrir son corps à la science, autant je ne discuterai pas une mesure collective permettant d'établir une enquête scientifiquement conduite qui assure une comparaison valable entre les symptômes et les signes observés sur le vivant et les lésions découvertes à l'autopsie. Conduite, comme l'a fait l'OMS avec rigueur, une enquête de ce genre peut fournir des renseignements, je l'ai dit, considérables. Il y a maintenant, professeur André Jouve, cette question de l'âge. L'âge a un rôle certain, enfin, vous le dites, la probabilité de survenue d'un infarctus de myocarde augmente avec les années. Mais à partir de quel âge doit-on avoir peur? Je crois que jusqu'à l'âge de 50 ans, les femmes ne doivent pas s'inquiéter, elles. Pourquoi justement cette différence entre les hommes et les femmes? Je ne vous suivrai pas tout à fait. Je vous lis, moi. Dans votre formulation. Les femmes, effectivement, sont frappées par les maladies cardiovasculaires et notamment par l'athérosclérose coronarienne plus tard que les hommes. Vous dites, avant l'âge de 50 ans, les femmes ne sont que très exceptionnellement touchées. Oui, c'est exact. Parce que je reprends, si vous voulez, ceci. Et nous avons pu constater que 2 lots de femmes nous paraissaient plus exposées que d'autres à faire un infarctus de façon précoce. Ce sont les femmes qui ont une allure masculine, ce qu'on appelle un biotype androïde d'une part, et ce sont les femmes qui ont subi une castration précoce. Dans ces 2 conditions, on voit les accidents cardiovasculaires survenir plus précocement que sur l'ensemble de la population féminine. Maintenant, vous m'avez demandé à partir de quel âge on peut se redouter l'infarctus du myocarde. Mais tout augmente avec les années, dites-vous. Mais maintenant, à tout âge. Car mais à partir de quel âge? Même très jeune? Mais même très jeune. Nous avons reçu au cours de cette année, dans mon service, 2, sinon 3 infarctus du myocarde graves survenus chez des sujets de moins de 30 ans. J'ai connu une femme de 21 ans qui avait fait un infarctus du myocarde. Donc il faut savoir que, actuellement, du fait sans doute du mode de vie que nous avons adopté, de façon de plus en plus précoce, nous sommes frappés par les maladies cardiovasculaires et c'est une des raisons, une fois de plus, de cette prévention. Et il y a une autre crainte, c'est que le danger majeur se situe dans les premières heures. Alors admettons que le mal vous arrive quelque part où véritablement un médecin est loin, où il n'y a pas de centre qui puisse vous accueillir, où véritablement vous soyez complètement dépaysé. Alors que faire? Vous êtes donc un condamné. Non, pas il faudrait partir accompagné de son médecin dans les années à venir.
Je crois que ça coûtera assez cher à la société. Je vois mal chacun Ce serait déjà une belle compagnie, de son médecin personnel. Vous me demandez que faire? Bien, je crois prévenir bien entendu un médecin le plus rapidement possible et puis alors éviter les imprudences. Je pense notamment à l'un de mes très bons amis qui devait venir déjeuner chez moi, qui m'avertit qu'il ne pouvait pas venir. Je passe le voir et il me dit, j'ai fumé, comme je souffre de mon bras gauche, il ne souffrait que du bras gauche, comme je souffre de mon bras gauche, j'ai passé ma nuit à fumer cigarette sur cigarette. Il avait fait un infarctus. Eh bien, il est bien certain que la combinaison d'un infarctus déjà constitué et de l'oxyde de carbone fourni par la cigarette était une combinaison particulièrement explosive. Puis vous savez à quel point surtout vous devez être modeste, et je le sens lorsque vous citez cette phrase d'Ambroise Paré, je l'ai pensé, Dieu l'a guéri. Vous faites quand même un certain cas de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez, de ce que vous pourrez surtout. Oui, mais je pense que professionnellement, nous avons peut-être un peu trop tendance à faire grand cas de ce que nous pouvons, et qu'il est sage de se rappeler que le volume de ce que nous ignorons est infiniment supérieur à celui que nous connaissons. Mais pourrait-on écrire, après Ambroise Paré, Dieu l'a pensé, le médecin l'a guéri? Certainement pas à l'heure actuelle. On y arrivera? Je ne pense pas totalement. Je ne pense pas totalement parce que les données du problème nous échappent. L'état pathologique dépend de deux séries de circonstances. Il y a d'une part la transmission génétique. Quelque part dans le livre, je reproduis cette phrase cruelle, choisissez bien vos parents. Nous ne pouvons rien faire, ou pouvons peu de choses, sur ce facteur génétique, et nous devons, en biaisant, essayer d'en neutraliser l'effet. Elle est cruelle, cette phrase, hein? Choisissez bien vos parents. Oui, mais il faut l'atténuer. Il faut l'atténuer en se disant que la prédisposition génétique est certaine, mais que les maladies comme l'athérosclérose, qui est la maladie dominante à l'heure actuelle dans nos populations civilisées, l'athérosclérose est généralement la conséquence d'une association de facteurs. Ainsi, quelqu'un qui appartient à une famille où on rencontre un certain nombre d'angines de poitrine ou d'infarctus du myocarde parmi les ascendants, ce quelqu'un, s'il évite les autres facteurs de risque susceptibles d'être corrigés, comme le tabac, comme l'élévation anormale de la tension artérielle, comme une alimentation trop copieuse, comme des habitudes sédentaires, en neutralisant l'action du facteur génétique par la suppression des autres facteurs de risque, je crois qu'on échappe à cette sorte de condamnation que paraît impliquer la phrase que j'ai citée tout à l'heure. Mais lorsqu'on se surveille trop, professeur André Jouve, vous ne pensez pas qu'on meurt à petit feu? Il ne faut pas trop se surveiller. Et pourtant, c'est tout ce que vous dites, tous les professeurs, tous les médecins. Faites attention à ceci, faites attention à cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est exact, mais il faut apporter un correctif. Vous avez dû voir que j'attache une assez grande importance à la dimension psychologique. C'est vrai. Je crois que c'est un des facteurs importants. Et chercher à tout prix à abaisser la tension artérielle ou à baisser le taux du cholestérol en se stressant pour obtenir ce résultat, c'est probablement un mauvais calcul. Et puis il faut maintenant, et on le comprend mieux en vous lisant, professeur, il faut reconsidérer le cas du cœur, parce que jusqu'à présent c'est le cancer qui conduisait à la mort, c'est le cancer qui diminuait les gens, mais de la même manière le cœur nous entraîne vers des lendemains qui ne sont pas souriants, hein, parce que la crainte de survivre, diminuer intellectuellement ou physiquement, est également valable de ce côté-là. Oui, mais il faut se dire que les efforts que nous réalisons à l'heure actuelle, ce sont nos enfants qui en bénéficieront. Nous pouvons atténuer par la prévention entreprise à l'âge adulte les méfaits des lésions cardiaques. Mais c'est en fait la génération qui nous suit qui pourra en bénéficier vraiment dans la mesure où nous saurons protéger nos enfants contre ce qu'on pourrait appeler la contamination familiale des mauvaises habitudes. Aux États-Unis, la campagne de la Fondation nationale de cardiologie a commencé il y a 25 ans. Pendant des années, la proportion des morts imputables au cœur allait croissant. Puis est arrivé un plateau et depuis 2 ans, ça commence à décroître. Est-ce le résultat de la campagne? Je n'oserais l'affirmer. Mais il y a là une coïncidence intéressante et en tout cas encourageante. Enfin, tout semble avoir été trouvé et pourtant nos connaissances sont encore incertaines. Mais très peu de choses ont été trouvées. Ah, quand même. Très peu de choses, mais par rapport... La médecine a fait un bond en avant. Elle a fait un bond considérable. D'abord, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, la médecine n'existait pas il y a 30 ans. Nous avons fait des progrès considérables, mais ces progrès, si nous regardons bien ce que nous avons acquis, ces progrès nous révèlent en même temps tout ce que nous ne savons pas. Il est classique de dire que
Nos points de contact avec l'inconnu croissent avec l'extension de nos connaissances. Plus nous apprenons de choses et plus nous nous apercevons que nous ignorons des choses. Et lorsque nous avons un certain acquis et que nous essayons de pousser les investigations plus loin dans cette direction, nous nous apercevons d'abord de tout ce que nous ne savons pas, mais nous nous apercevons aussi que le progrès que nous pouvons réaliser nous conduira tôt ou tard à remettre en question ce que nous avons considéré comme un acquis. Enfin, on peut situer deux cas extrêmes, mais on peut se demander si l'homme n'est pas encore à l'état de projet. Hein. Oui. Et puis le deuxième cas extrême... C'était, je crois, Valéry qui avait envisagé cette possibilité. Oui, et surtout, l'autre éventualité, faut-il envisager la disparition de l'homme? C'est malheureusement une des éventualités qu'on doit considérer comme, je ne dirais pas hautement probable, mais enfin certainement comme redoutable et comme possible. Quand on considère par exemple ce qui se passe dans des pays comme les pays sous-développés, comme l'Afrique par exemple, l'Afrique ignorait les affections cardiaques, ou tout au moins certaines les affections cardiaques des pays industrialisés jusqu'à ces dernières années. Les Africains, petit à petit, accèdent à un niveau social plus élevé. Et curieusement et dramatiquement, au fur et à mesure de ces progrès, les maladies cardiovasculaires croissent également chez eux et deviennent maintenant un problème comme elles sont un problème pour les Européens. Professeur André Jouve, j'ai cru remarquer, en vous lisant de très près, que vous étiez d'accord pour les transplantations cardiaques, mais qu'en revanche, vous n'aimiez pas tellement ces professeurs, ces grands médecins qui soignaient, mais qui en même temps devenaient des vedettes. Pourtant, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'un homme comme le professeur Barnard avait fait beaucoup pour la médecine du monde, avait fait beaucoup pour l'homme. Le mérite de Barnard est certainement très grand. Il ne l'ignore pas d'ailleurs. J'avais assisté à une conférence qu'il avait donnée à Florence et je me souviens qu'il nous avait posé cette question. Il y a des hommes qui établissent une pierre angulaire dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que j'appartiens à cette catégorie? Mais je crois, puisque vous donnez l'exemple de Barnard, que autant nous connaissons le nom de Barnard, autant nous connaissons le nom de Barnard, autant nous ignorons le nom de Shumway. Or, Shumway est un chirurgien américain qui, lui, a travaillé en profondeur cette question de la transplantation cardiaque, chez qui Barnard d'ailleurs est allé travailler avant de tenter lui-même une transplantation. Et l'équipe de Shumway poursuit son travail avec une rigueur méthodologique qui justifie entièrement les efforts accomplis en ce sens. Et les résultats de Shumway sont des résultats vraiment encourageants. Et puis on ne peut pas parler seulement d'un professeur, il faut à ce moment-là parler de toute une équipe. C'est toute une équipe, car le problème de la transplantation cardiaque est un problème d'immunologie à l'heure actuelle, plus encore que de technique chirurgicale. La technique chirurgicale conçue par Shumway, adaptée par Barnard, est une technique chirurgicale efficace. Mais les problèmes immunologiques, bien que des progrès aient été réalisés, ces problèmes immunologiques demeurent à l'heure actuelle fort préoccupants. Et puis il y a celui dont nous parlions tout à l'heure, Emmanuel Vitria, et on peut en parler d'une manière heureuse aujourd'hui, parce qu'il y aura maintenant, il y a eu plutôt 8 ans. Il y aura bientôt 8 ans. Nous sommes le combien aujourd'hui? 27 novembre. C'était le 27 novembre. Si mes souvenirs sont exacts, le 27 novembre. Oui. 27 novembre 68. 68. C'est une grande aventure, car il est maintenant le doyen, Emmanuel Vitria. C'est le doyen, en effet, des opérés et des transplantés cardiaques. Et le cœur d'Emmanuel Vitria était dans un état effroyable. On peut se demander comment il pouvait vivre avec le cœur que nous avons examiné après la transplantation. Et puis Emmanuel Vitria, c'est Marseille, c'est donc votre ville, c'est le professeur Henry, c'est votre ami. C'est mon ami. Oui. Et je crois qu'à ce point de la conversation, on peut dire que longtemps... on a pensé qu'il fallait d'abord commencer à Paris pour ensuite aller en province. Par exemple, une opération comme celle-là, une greffe, ne pouvait avoir lieu, c'est moi qui le dis là, ne pouvait avoir lieu qu'à Paris, d'abord. Et d'une certaine manière, mais là, vous le suggérez, le père Boulogne a sauvé Emmanuel Vitria. Je ne puis que justifier votre proposition. Et c'est bien pour la province, parce que maintenant, partout en province, il y a des professeurs qui font... je ne dirais pas un travail supérieur à celui que font ceux de Paris, mais au moins égal. Oui, ne cherchons pas... Non, mais parce qu'on a voulu minimiser les choses. Non, disons simplement qu'incontestablement, au cours du dernier quart de siècle, les écoles provinciales, disons, ont acquis une notoriété à la mesure de leur qualité.
Et puis Emmanuel Vitria a une vie très active, et je me demande s'il n'a pas été aidé, moi qui n'y crois pas tellement, je l'avoue humblement, par son horoscope, parce que cela m'a frappé. Dans son horoscope, on lui disait, bien avant qu'il ne soit touché, vous serez à 2 doigts de la mort, mais vous en réchapperez, et vous serez mondialement commu. Oui, il m'a plusieurs fois raconté cette histoire, qu'il rapporte d'ailleurs dans un livre qu'il a écrit après sa transplantation cardiaque. Je crois que ça l'a aidé beaucoup, car Emmanuel Vitria est un homme intelligent et un homme très courageux. Pendant les jours d'attente, qui sont des jours un peu effroyables avant la transplantation cardiaque, il plastronnait, mais il tremblait. Et la pensée de cet horoscope, qui s'était déjà réalisée en partie, puisque la première partie de l'horoscope dit vous serez mort ou vous serez aux portes de la mort, à 2 doigts de la mort. Cette première partie de l'horoscope s'étant vérifiée, puisqu'en fait, Vitria est mort pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, il a fallu faire un massage cardiaque et respiration artificielle pour le maintenir en vie, car il avait eu un arrêt circulatoire qui semblait définitif. Cette première partie de l'horoscope s'étant vérifiée, a représenté pour lui un encouragement. Il s'est dit, puisque la première partie est valable, pourquoi la seconde ne le serait-elle pas? Effectivement, aujourd'hui, un peu partout dans le monde, on parle de Vitria. Et ce qui est touchant, c'est le dialogue entre le père du garçon qui a donné son cœur à Vitria et le professeur Henry. Si j'ai bien compris ce que vous me demandez, disait le père, ça veut dire que le cœur de mon fils continuera à battre. Et le professeur Henry lui répond, c'est exactement cela. Ah, si c'est cela, monsieur, alors oui. Le cœur continuait à battre. Oui, vous parliez tout à l'heure des cœurs que l'on conservait. Oui. Je trouve vraiment que cette façon de maintenir en vie le cœur de son fils a une autre noblesse que la conservation d'un morceau de cadavre. On parlait tout à l'heure de la psychologie du médecin. Quelle doit être cette psychologie ? Je vous répondrai d'un mot qui m'avait frappé chez un de mes maîtres, c'est l'intelligence des besoins d'autrui. C'est une dimension. C'est une dimension. Il faut comprendre que les problèmes psychologiques sont des problèmes qui sont intimement liés à la personnalité de chacun, que dans le déclenchement de nos troubles et même de nos lésions, le facteur psychologique intervient, et négliger ce facteur comme on l'a fait trop longtemps était certainement une erreur que l'on a tendance aujourd'hui à corriger, mais peut-être insuffisamment. On a bien rattrapé quand même maintenant. Pas on soigne bien et l'âme et le corps. On soigne l'âme et le corps, mais on ne recherche pas ce qui, dans la personnalité, la structure de la personnalité sous l'angle psychologique, est susceptible d'accélérer ou de faciliter la survenue des accidents cardiaques. Il y a une phrase qui est quand même terrible, c'est celle-ci. Jusqu'ici, les médecins, ne soignant que l'animal en l'homme, n'ont été que des vétérinaires. C'est une phrase... Puis les vétérinaires sont des gens très estimables, hein, attention. Oui. C'est une phrase d'Auguste Comte, et une phrase d'Auguste Comte qui date de 120 ans maintenant. Il est d'autant plus frappant que la première partie de la phrase, si je me souviens bien, est la suivante. Chez l'homme, l'âme et le corps étant très intimement liés, l'âme et le corps. Or, cette phrase est extraite du catéchisme positiviste qui a été publié en 1852. Si tout à l'heure, professeur André Jouve, je me suis permis de vous parler de Barnard, c'est parce qu'il y avait cette phrase qui est de vous et qui est comme un conseil ou comme une réflexion. J'ai toujours été très étonné de l'attention presque exclusive accordée par le public aux prouesses techniques. Vous voulez dire par là que le public ferait bien d'oublier un peu les prouesses techniques pour s'intéresser à tout ce qui se passe en coulisses? Pas seulement en coulisses. Je pense que les progrès de la science sont la conséquence d'un travail de très nombreuses équipes qui demeurent généralement anonymes et qu'il y a une sorte de déséquilibre entre la place éminente qui est accordée à certaines vedettes d'une part et d'autre part l'ignorance où nous demeurons les uns et les autres du travail en profondeur accompli par ces équipes. Lorsque vous faites votre examen de conscience, vous avez toutes les raisons d'être content de vous? On n'est jamais content de soi lorsqu'on fait. Mais vous le faites quand même, cet examen de conscience. Bien sûr. Vous l'inscrivez même et vous l'écrivez. Et il y a même un chapitre qui s'appelle un examen de conscience. C'est une vieille habitude de famille. Mais en général, faire un examen de conscience pour se déclarer satisfait serait, je crois, une preuve de grande faiblesse. Et comme vous empruntez à un de vos amis, je dois imaginer que cette réflexion empruntée est la vôtre. Si tu penses avoir raison, tu peux parfaitement avoir tort. Et si tu penses qu'on doit te prendre au sérieux, alors tu es en danger pour la science. Et alors êtes-vous en danger? J'espère ne pas l'être. Il est difficile
de vous répondre affirmativement sur cette question-là. Ce titre, ce cœur qui bat, on pourrait prolonger. Pour qui bat le cœur d'un professeur comme vous? Pour son malade, pour la science, pour demain, ou pour ce qui a été son passé? Je pense pour les malades d'abord, et pour notre entourage ensuite. Et les règles essentielles, vivre, apprendre à vivre? Vivre, apprendre à vivre, qu'entendez-vous par là? C'est-à-dire, j'en reviens à la phrase de Montaigne qui est très belle. On nous apprend à vivre quand notre vie est finie. Je crois que nous devons nous efforcer de montrer à nos patients de quelle façon ils doivent concevoir leur vie pour la prolonger le plus longtemps possible et surtout pour la rendre saine et heureuse. Ce serait une grande chose, monsieur le professeur, si, mais beaucoup plus tard, dans de nombreuses années, vous partiez d'un arrêt du cœur. Je n'ai jamais envisagé particulièrement cette question. Mais dans de très nombreuses années, attention, hein, je ne souhaite rien, moi. Ça peut arriver d'un instant à l'autre. Vous savez, l'arrêt du cœur frappe bien souvent à l'improviste. Vous n'êtes pas sûr de vous? On n'est jamais sûr de soi. Merci, monsieur le professeur. France Inter, bientôt 18h. J'ai accueilli aujourd'hui le professeur André Jouve et je vous recommande son livre « Ce cœur qui bat » qui paraît chez Stock. Radioscopie Jacques Chancel, demain, notre rendez-vous. Demain, Robert Beauvais. À demain.